Donc on va parler encore un peu de la même chose. Donc comment procède devant un hématome surrétinien? Est-ce qu'on va plutôt faire des IVT d'anti-VEGF ou plutôt l'opérer? Ou en tout cas déplacer l'hématome en fonction surtout de sa localisation, de sa taille et du délai de prise en charge. Donc je vais juste parler du travail que j'avais fait quand j'étais interne dans le service au CHU d'Amiens. On avait inclus 23 patients qui avaient tous été opérés d'hématome. Et on avait suivi un peu l'amélioration de l'acuité visuelle et certains facteurs pronostiques. L'âge moyen, c'était 76 ans, avec une étiologie surtout représentée par la DMLA, et un délai de prise en charge qui était en moyenne de 6 jours. On avait mesuré plusieurs paramètres sur l'OCT, l'aire de l'hématome, le diamètre horizontal maximum de l'hématome, le diamètre vertical maximum, ou encore l'épaisseur maximale de l'hématome, pour voir un petit peu si tous ces paramètres influaient sur le résultat ou l'acuité visuelle finale. Donc au niveau de l'acuité visuelle initiale, on était à 1,64 logmar, et on voit qu'à un mois, on était à 1,14 logmar, avec une amélioration qui continuait à 6 mois, 1,03 logmar, et à 1 an, avec 0,92 logmar. En catégorie d'acuité visuelle OMS, la majorité des patients au départ étaient en catégorie 4, qui correspond à une cécité quasi totale, alors qu'à 1 an, la quasi-majorité des patients étaient hors catégorie ou catégorie 1, ce qui montre bien qu'on avait une nette amélioration de l'acuité visuelle. Alors les deux seuls facteurs qui étaient associés à une amélioration de l'acuité visuelle et qui résistaient à l'analyse multivariée dans notre étude, c'était l'âge. Alors en général, l'âge est plutôt associé à une moins bonne récupération parce qu'il est associé à la DMLA. Après, on avait un petit groupe et les 3 patients les plus jeunes de notre étude étaient les seuls qui avaient le moins bien récupéré. Donc c'est ce qui expliquait ça. Et les patients avec une épaisseur maximale initiale de l'hématome élevée, c'était les patients qui avaient une meilleure récupération. Au niveau des complications, il y avait 2 décollements de rétine, une hypertonie sévère, une membrane intraumaquée. Pour 81% de patients, aucune complication. Ça, je vais le passer parce que ce n'est pas forcément très intéressant. Ensuite, on a parlé de l'étude STAR, justement, donc qui compare sur 89 yeux, la moitié dans le groupe chirurgie, la moitié dans le groupe déplacement pneumatique. Les groupes étaient relativement comparables, hormis au niveau de l'épaisseur de l'hématome. Au niveau du groupe chirurgie, l'épaisseur était un petit peu plus importante qu'au niveau du groupe déplacement pneumatique. Au niveau des résultats, il n'y a pas de différence significative à M3 et M6 entre les deux groupes. Et au niveau des complications, 4 décollements de rétine dans le groupe chirurgie, 0 dans le groupe déplacement pneumatique. Et par contre, 6 récidives dans le groupe déplacement pneumatique et 2 récidives dans le groupe chirurgie. Donc, les hématomes étaient un peu plus épais et un peu plus larges dans le groupe chirurgie. On avait un taux de récidive plus important dans le groupe déplacement pneumatique. Et on peut toujours se poser la question du volume injecté sur un œil non vitrectomisé. Après, on avait une population relativement importante pour une pathologie qui n'est pas si fréquente. Et c'était une étude contrôlée et randomisée. Alors, que faire? Du coup, j'ai essayé. Première patiente, c'est une patiente de 76 ans, DMLA. Donc, j'ai fait les triples IVT. Ça s'est plutôt bien passé. À J3, on avait déjà un déplacement de l'hématome. On a poursuivi en ville les IVT mensuels, sauf qu'à 4 mois, elle a récidivé. Donc là, pour le coup, je l'ai opéré. Et ça s'est plutôt bien passé ensuite. Le deuxième patient, 74 ans, DMLA hémorragique. Donc là aussi, j'ai essayé la triple IVT. Et ça n'a pas forcément trop marché. Parce qu'à J5, il n'y avait pas forcément de déplacement de l'hématome. Et à 3 semaines, on voit qu'il y a encore quelque chose. Et le dernier patient, c'est un patient que j'aurais opéré à la base, mais qu'on ne pouvait pas opérer. Du coup, on lui a fait les 3 IVT. Et lui, pour le coup, ça s'est bien passé. Plutôt bien passé. On a eu un bon déplacement de l'hématome avec cette image-là à 3 semaines. Donc moi, honnêtement, pour l'instant, je continue à les opérer, hormis les petits hématomes, mais je continue à les opérer.
Donc finalement, les résultats de ton étude que tu as présentée, la chirurgie marche bien. On voit qu'il y a une amélioration au niveau de l'acuité visuelle. Ce qui est intéressant, c'est que tu as noté 2% de complications. Ça m'a étonné, j'ai entendu un chiffre de 20% de complications en chirurgie. Décollement rétine, ça me semblait énorme. Donc 2%, ça me semble logique. Et j'ai l'impression qu'on a une tendance, comme les Américains, dans le décollement rétine, la cryogaz, pour pas avoir, enfin, qu'ils n'ont pas autant accès au bloc, ils essayent de trouver des solutions. Voilà. Donc je veux que qu'on continue la discussion sur ces 3 présentations intéressantes. On a vu la chirurgie, les déplacements, les injections. Et Mounir, si tu veux continuer. Non, c'était juste 3 remarques. Premièrement, c'est vrai que l'injection d'RTPA est peut-être intéressante, mais je pense qu'il faut bien préciser que c'est essentiellement dans les hématomes de petite taille, de vraiment 1 à 2 diamètres papillaires, qui ne peuvent pas être pris en charge dans de bonnes conditions chirurgicales. Je pense à la personne très âgée. En fait, au final, ça représente très peu de cas, parce que la majorité des cas que l'on voit, c'est des patients qui ont des gros hématomes, qui nécessitent une chirurgie. Donc je pense que la chirurgie restera toujours, on va dire, en première intention, et l'injection, on va dire, sera au cas par cas, et ne pas généraliser, parce que je repense en fait aux effets en fait des modifications des habitudes de nos praticiens dans notre cabinet, où j'ai un associé qui fait de la rétine médicale, qui avait en fait avec un énorme hématome traité qu'avec des injections, et il a fallu que le deuxième œil fasse un hématome pour qu'on s'occupe du deuxième œil de façon plus appropriée, c'est-à-dire chirurgicalement, avec un déplacement pneumatique. Donc en fait, c'est vrai que je pense que cette interprétation des résultats de l'étude peut modifier pas mal les pratiques et en défaveur des patients. C'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Pierre-Olivier et aussi Alexandre, c'est que en effet, une étude, on lui fait dire ce qu'on veut, en fait. Donc, alors, sous prétexte que ça soit double aveugle, etc., maintenant, c'est paroles d'évangile. En fait, c'est vraiment, il faut quand même garder son jugement de médecin, en fait. Et le problème, c'est que ça a semé la confusion. Et en effet, maintenant, hémorragie égale IVT, et puis voilà. Puis en fait, on ne sait pas faire le gaz, et puis de toute façon, le gaz au cabinet, on ne peut pas l'avoir. Et puis c'est compliqué, machin, il faut faire une PCA. Donc en fait, il ne faut pas se leurrer, les gens ne vont pas le faire, ils vont faire des IVT. C'est très intéressant comme discussion. Oui, mais oui, c'est ça, c'est l'interprétation de l'étude. L'étude ne montre pas que l'une, c'est une étude de supériorité. Donc au final, il peut y avoir c'est au cas par cas, il faut voir un peu aussi les indications, la durée. Après, chaque traitement aura sa place. Après, l'idée des IVT, quand il y a un hématome majeur, ça ne va pas marcher parce que ça ne va pas diffuser vers le néovaisseau. En plus, les IVT tout seuls, ils ne vont pas faire ils vont pas faire disparaître le sang. Après, c'est clair que maintenant, il y a l'étude Tiger qui va comparer IVT versus chirurgie. On verra ce que ça donne. IVT uniquement, donc sans gaz, sans rien. Mais je pense qu'il y a des indications pour chaque intervention. Donc, quand c'est des hématomes assez larges, il faut les déplacer. Le problème, c'est la présentation de l'étude. C'est-à-dire que la présentation, le premier endpoint, c'était est-ce que l'IVT est-ce que la procédure 3 IVT est supérieure à la chirurgie? Et la réponse est oui. Enfin, c'est-à-dire, elle est pas. Le problème, c'est la façon dont l'étude elle est présentée, en fait. C'est exact. Mais je veux dire. Oui, non mais je suis d'accord, c'est comme quand tu fais les petits P, c'est en fait tu montres qu'il n'y a pas de différence. Tu montres pas qu'il y a une différence, tu montres qu'il n'y a pas de différence. Moi je suis d'accord. Mais le problème c'est comme c'est interprété. Et l'interprétation c'est finalement, c'est pas mieux de faire de la chirurgie. Et surtout, le problème. Et le problème c'est le message vraiment qui est transmis en fait. Moi je trouve que c'est la façon dont ça a été communiqué, alors que l'étude ne dit pas ça. Et le problème, c'est que ça crée la confusion, ça ne va pas pousser les gens à s'améliorer, ça va pousser les gens à se faire encore plus d'IVT. C'est comme la discussion sur le décollement de rétine, où maintenant, décollement de rétine égale vitrectomie. Les gens n'apprennent même plus à faire les indentations, et du coup, en fait, il y a une perte des connaissances, et ça n'élève pas le niveau vers le haut. Pour moi, c'est exactement pareil. En fait, maintenant, on ne réfléchit plus, on fait hémorragie IVT, on ne se pose plus la question, et de toute façon, ça a été prouvé par l'étude, donc... Et c'est comme pour les décollements de rétine, maintenant les gens ne savent plus faire les indentations. Et alors oui,
On peut traiter beaucoup de gens par vitrectomie, mais c'est pas bon, parce que le savoir-faire et les connaissances ne tirent pas vers le haut, en fait. Mais est-ce que vous êtes étonné, sachant on avait à un moment aussi un traitement qui n'a pas marché, mais dans les tractions, dans les membranes, etc., qui s'appelait l'ochriplasmine. Donc on avait une tendance vers les injections qui gèrent tout pour que ça soit fait par tout le monde facilement.